Les jours d'autrefois me manquent. Avant, j'avais toujours l'impression qu'il y avait une certaine aura de mystère autour du monde. Quand on pouvait entendre une histoire de seconde main, racontée par quelqu'un, et ne pas savoir si elle était vraie ou non. Ou encore, quand on tombait sur une émission nocturne à la télévision, et qu'on voyait une vieille vidéo granuleuse filmée au caméscope, et qu'on se disait « Bordel, ça pourrait vraiment exister, là dehors ». Ces temps sont révolus pourtant. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, alors qu'il devrait être plus facile que jamais de capturer des phénomènes étranges en vidéo, vu qu'on transporte tous des caméras 4K dans nos poches à longueur de journée, eh bien, on en voit en réalité beaucoup moins qu'avant. Moins de choses capables d'alimenter cette petite flamme d'émerveillement. C'est étrange, non? Tout le monde a un téléphone, on peut enregistrer n'importe quoi à tout moment, on est plus connecté que jamais. Dès que quelqu'un fait une connerie au milieu de nulle part, aux États-Unis, tout le monde sur la planète est au courant. Du Brésil au Japon, jusqu'au moindre type planqué dans le désert, avec ses réserves de survie. Il est presque impossible aujourd'hui de garder quoi que ce soit secret. Alors pourquoi, putain, n'y a-t-il pas des vidéos de Mothman ou de Sasquatch partout sur TikTok et Twitter? Parce que moi, et d'autres, avons fait correctement notre boulot. Voilà pourquoi. Et ça a été un sacré boulot, croyez-moi. Loin d'être facile. On a perdu beaucoup de bonnes personnes en chemin, et c'est en leur mémoire que je rends maintenant ces archives publiques. L'organisation pour laquelle je travaille a décidé que tout ça n'en valait plus la peine, que c'était une cause perdue. Mais moi, je refuse de balayer ça d'un revers de main. Nous avons traversé l'enfer sur Terre pour capturer certaines de ces créatures, et franchement, toutes ne sont pas si mauvaises. Ce sont juste des animaux qui essaient de survivre, comme toi et moi sur cette planète. On a fait tout ça en pensant leur offrir un refuge, en les protégeant de l'humanité qui grignotait leur territoire. Mais maintenant, elles sont livrées à elles-mêmes, là-haut. Dieu sait que certaines d'entre elles ne peuvent pas coexister. Mais Avaris a jugé bon d'abandonner le travail qu'ils avaient commencé, ainsi que nous tous, qui essayions encore de préserver un semblant de normalité pour ces pauvres créatures. Bref, autant reprendre depuis le début. Je ne sais pas pourquoi je parle comme si vous saviez de quoi il retourne. La vérité, c'est qu'il y a une masse de choses dont l'homme de la rue n'a pas la moindre idée, alors qu'elles se passent littéralement sous son nez. Si la moitié d'entre vous savait ce qui grouille réellement dans ce monde, vous préféreriez sans doute marcher tout droit dans l'océan et ne jamais revenir, plutôt que de tenter votre chance face à ces choses. Non, ce ne sont pas les divagations d'un illuminé, même si ça peut ressembler au discours de l'oncle complotiste au repas de Thanksgiving. Tout ce que je vais mentionner est réel, vérifiable, et j'ai d'autres témoignages à l'appui. La société Avaris couvre beaucoup de ces événements, mais croyez-moi, ils auront bientôt des comptes à rendre si j'arrive à mes fins. Ces enfoirés de PDG qui se gavent de dividendes risquent un réveil très, très brutal. Pardon, je digresse encore. Je ne sais pas combien de temps il me reste ici, ni quand ce message atteindra la Terre. J'ai joint quelques-uns de mes propres dossiers pour corroborer nos découvertes, ainsi que des conseils sur la manière d'affronter la plupart des sujets dont je vais parler. En bref, les cryptides, ces créatures mystérieuses dont vous entendez parler dans les légendes, celles qui alimentent toutes sortes d'émissions foireuses sur History Channel ces 10 dernières années, sont réelles. Je sais, ça paraît dingue. Mais pourquoi, dans ce cas, laisserait-il la télé-réalité et une ribambelle de cinglés barbus parler de Bigfoot détruisant leur campement, ou du monstre du Loch Ness volant leur pique-nique, si c'était vrai? Ça ne mettrait pas les gens en danger? Ça ne provoquerait pas des émeutes si la vérité éclatait? Bien sûr que non. Pourquoi croyez-vous qu'ils font ça, en invitant les types les plus dingues possibles pour raconter leurs histoires grotesques? Parce qu'ils savent que ça va désensibiliser le public, que moins de gens prendront ça au sérieux, que les rares incidents réels liés aux cryptides seront beaucoup plus faciles à couvrir. C'est une stratégie classique, noyer la vérité sous une marée de conneries. Et bon sang, ça a diablement bien marché. Et, autant l'avouer, j'ai moi-même participé à ce cirque. J'ai trompé les habitants de la Terre pour un bon chèque de paix. Mais si je raconte tout ça aujourd'hui, c'est pour essayer de rétablir un peu la vérité. Revenons au commencement.
Si vous vous intéressez un peu à l'histoire des cryptides, vous savez que cette année est importante. Des types en camping en Californie ont filmé Bigfoot, et à partir de là, la folie a commencé. Moins d'1 minute d'image, d'une qualité dégueulasse, et les gens sont devenus fous. Ils se sont rués dans la région, installant leurs tentes, arpentant les bois pour traquer le foutu Sasquatch. Chacun voulait être celui qui le capturerait en photo. Beaucoup sont morts ou ont disparu, car les Sasquatch sont des créatures très territoriales. Celui qu'ils ont filmé était immense, mais c'était un juvénile. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent reclus, et plus ils évitent la lumière du jour. J'imagine que ce petit-là avait eu une fringale, ou devait se soulager, et qu'il est tombé par hasard devant un couple de campeurs avec une caméra. Le pauvre n'y était pour rien, et ce n'est pas de sa faute si tout a dégénéré ensuite. Vous avez déjà entendu parler du massacre du feu de camp de Bluff Creek en 1967? Non? Tant mieux. Vous n'auriez jamais dû. Notre société a fait énormément d'efforts pour étouffer l'affaire, et sans ça, quelqu'un aurait sans doute incendié toute la forêt. Ça s'est passé tout près de l'endroit où le film original avait été tourné, quelques semaines seulement après sa diffusion publique. Un groupe de chasseurs de Bigfoot avait décidé de s'unir. Ils campaient un soir de mercredi, buvaient, faisaient la fête, se comportaient comme des parasites bruyants dans les bois. Ce fut leur dernière nuit sur Terre, pour certains. D'après les témoignages recueillis, l'un d'eux a commencé à tirer en l'air avant minuit, vidant son arme dans les arbres. C'était déjà une énorme imprudence, car il pouvait y avoir n'importe qui dehors, paisiblement. Mais ce type-là, ivre-mort, a décidé de s'offrir une petite séance de tir en hurlant à n'importe quel Sasquatch à portée d'oreille qu'il lui arracherait la tête pour la monter sur son mur et le forcerait à... Bref, oui, les chasseurs de Bigfoot ne sont pas les gens les plus stables du monde. Mais celui-ci, c'était autre chose. Pour faire court, 2 heures plus tard, la plupart du camp s'était endormi. Certains disent avoir entendu des cris d'abord, d'autres affirment avoir senti une odeur infecte emplir l'air. Et puis, le chaos total. L'alpha de la meute de Sasquatch, celui qui régnait sur ces bois, a commencé à arracher les gens hors des tentes et à les déchiqueter à main nue. Des membres entiers, os compris, réduits comme de simples brindilles. Il en a même mâchonné quelques-uns, sans doute pour effrayer les survivants et affirmer sa domination. Mais il a surtout tenu à retrouver l'abruti qui avait tiré et vociféré dans la nuit. Son cadavre, le matin venu, n'était plus identifiable. Sa tête avait été arrachée net, la colonne vertébrale encore accrochée, avant d'être fracassée contre un arbre avec une telle violence qu'elle y est restée plantée. En somme, le Sasquatch avait pris sa promesse de trophée au pied de la lettre. Après ça, nous sommes intervenus. Il existe une entreprise appelée Avaris. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, sous un autre nom. Ils n'aiment pas être exposés publiquement, à cause de leurs pratiques douteuses. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'écris ceci aujourd'hui. Ils se sont présentés au gouvernement en disant « Écoutez, il y a beaucoup de créatures étranges dans le pays et elles peuvent être dangereuses. Vous ne voulez pas que le public soit au courant. Laissez-nous gérer ça. » Et voilà où nous en sommes. Ils ont géré, oui. Ils ont envoyé une équipe de chasse dont je faisais partie. C'était l'un de mes premiers boulots pour eux. Nous avons capturé tous les Sasquatch que nous avons pu trouver dans les forêts de Californie, les avons sédatés et transportés jusqu'à notre camp de base, au cœur du Midwest. Là, ils avaient construit une sorte de sanctuaire de conservation, un vaste territoire où les créatures pouvaient vivre tranquillement, sans se soucier des humains. Pendant un temps, ça a marché. À côté, ils ont bâti une grande base qui servait de centre de réquisition, tandis que moi et d'autres partions en mission pour capturer d'autres cryptides à travers les États-Unis afin de protéger la population. Je parlerai davantage de tout ça plus tard. Le développement le plus important, à partir de là, c'est qu'à un moment, nous avons fini par dépasser les capacités de notre base d'opération. Grâce à l'insistance de ma part et de celle d'autres spécialistes en acquisition, nous avons fait pression sur le conseil d'administration d'Avaris pour obtenir une réserve encore plus vaste. Lorsque nous avons lancé cette idée, nous nous attendions pleinement à ce qu'ils trouvent une île déserte
ou un petit pays perdu quelque part. Quelle ne fut pas notre surprise quand Avaris nous a révélé qu'ils avaient mis en place quelque chose de bien plus grandiose. Une planète entière. Écoutez, je ne sais pas dans combien de domaines Avaris trempe, mais apparemment il bosse sur le projet de terraformation de Mars depuis bien plus longtemps que n'importe lequel d'entre nous sur Terre n'en a entendu parler. Aujourd'hui, ils ont déjà rendu l'endroit habitable à peut-être 50% pour les humains et la vie en général. Quand ils ont lancé l'idée, à la fin des années 90, on était à seulement 25%. Ils ont donc fait d'énormes progrès depuis. Bref, ils ont mis en place un gigantesque centre de rétention pour cryptides sur la planète rouge, loin de toute population terrestre qu'elles auraient pu mettre en danger, ou de quiconque aurait pu leur nuire. Et tout ça, ça remonte aux années 90, quand ils ont commencé à y transférer les créatures. Depuis, le conservatoire là-haut n'a cessé de croître de manière exponentielle. Il y a plus de 70 espèces différentes de cryptides là-haut, certaines découvertes directement par Avaris et soigneusement tenues secrètes du reste de l'humanité. J'ai fini par y travailler vers 1999, après avoir passé de nombreuses années à capturer les créatures destinées à y vivre. Mais pour bien comprendre ce qui s'y passe maintenant, je vais devoir faire des allers-retours dans le récit et expliquer à quel point ça a été l'enfer de les capturer en premier lieu. Alors soyez patients et pardonnez-moi si je pars parfois en digression. Le Sasquatch a été ma première chasse. J'étais jeune, fraîchement diplômé, et je travaillais dans la conservation de la faune sauvage. Je passais de parc national en parc national sur la côte ouest, vérifiant la faune, m'assurant qu'aucune espèce invasive n'était introduite, trouvant des moyens pour que l'écosystème du parc continue de prospérer tout en permettant aux humains de profiter de la beauté naturelle du pays sans perturber la vie locale. Ce genre de boulot. C'est là qu'un recruteur d'Avaris m'a approché avec une nouvelle initiative, disant qu'il s'intéressait à la conservation de ce qu'ils appelaient des espèces en danger. À l'époque, j'étais jeune, idéaliste, et je croyais pouvoir faire une différence pour certaines espèces animales connues qui se portaient mal dans la nature. J'avais vaguement vu la fameuse vidéo de Bigfoot quand elle avait été diffusée dans les journaux quelques semaines plus tôt, mais, inutile de le dire, je n'y croyais pas vraiment. Bien sûr, des légendes sur le Sasquatch circulaient depuis plus d'un siècle dans la région, et même une vieille photo datant du tournant du siècle existait, mais personne ne prenait ça au sérieux. J'ai failli quitter la première réunion qu'on a eue quand on m'a annoncé que le Sasquatch serait le premier animal que nous tenterions de capturer pour la conservation. J'ai cru avoir été embauché par une bande de fous, n'ayant aucune idée de ce qu'était la véritable protection de la faune. Pendant un instant, j'ai même pensé m'être trompé de salle dans l'hôtel où nous avions installé notre camp de base. Peut-être que j'avais atterri par erreur dans l'une de ces conventions de cinglés passionnés d'OVNI. Il a fallu environ 30 minutes au chercheur principal, un type nommé Jerry, pour me convaincre d'écouter ce qu'il avait à dire et de me ramener à la table. Et là, ils m'ont montré un tas de preuves, surtout des photos prises lors du massacre du feu de camp. Je dois avouer que j'ai toujours aimé les films d'horreur, surtout les plus indépendants et sanguinolents. J'avais vu Blood Feast de Herschel Gordon Lewis dans un petit cinéma d'art peu après sa sortie en 1963. Mais ces photos-là, c'était quelque chose que Lewis n'aurait jamais pu recréer, même avec des effets spéciaux illimités. Mon avis a changé presque immédiatement. Des corps déchiquetés, des flaques de sang éparpillées autour du campement. C'était immonde. Mais une photo ressortait du lot. Quelqu'un avait réussi à dégainer son appareil et à capturer un cliché en plein massacre. On a retrouvé le photographe le lendemain matin. Son abdomen entièrement arraché, l'appareil encore dans ses mains, l'ampoule du flash explosée. C'est un putain de miracle qu'ils aient pu développer le film. Et là, dans l'obscurité, se dressait l'Alpha Sasquatch. Une main tenant une jambe humaine arrachée, l'autre saisissant un campeur hurlant par la tête, en train de la séparer de son corps. Même à travers le grain épais de la photo, on voyait la peau du cou se déchirer, les tendons saillir, le sang gicler, figé dans le temps sur une pellicule bon marché. Le Sasquatch avait le pelage couvert de sang, poilu comme pas possible, totalement nu, ses organes génitaux massifs se balançant tandis qu'il massacrait.
Le flash l'avait sans doute surpris, car sa rétine avait réfléchi la lumière. 2 énormes yeux d'un vert phosphorescent, croque découvert dans un rictus hideux. J'imagine que c'est ça qui a fait du photographe la première cible de sa furie. À partir de là, j'étais convaincu. J'ai compris que mettre ces créatures dans un conservatoire n'était pas seulement le meilleur moyen de les protéger, mais aussi le seul moyen de protéger tout le monde. Nous sommes partis à la chasse en plein jour. C'était début octobre. L'air commençait à se rafraîchir. Les feuilles changèrent de couleur, et une petite brise donnait à tout ça une atmosphère encore plus inquiétante. Au bout de quelques heures, nous avons trouvé une piste, des traces et des indices qui ne correspondaient à aucun animal que je connaissais. À en juger par la fraîcheur des marques, nous avions 2 ou 3 heures de retard sur eux. Nous avons donc maintenu une allure régulière, ni trop rapide pour ne pas tomber dessus sans préparation, ni trop lente pour ne pas les perdre. Les chasseurs qui nous accompagnaient étaient sacrément compétents, l'œil toujours aux aguets pour repérer de nouvelles traces, des griffures sur les troncs. À un moment, nous avons même trouvé la carcasse d'un cerf dont il s'était nourri. Le pauvre animal semblait avoir été attrapé et fracassé contre un arbre par les bois, la nuque brisée sur le cou, avant d'être mis en pièces. Des membres arrachés, et pas moins de 4 empreintes de morsures différentes, ce qui nous a permis de conclure que nous suivions toute la meute. Vers 17 heures, nous avons cessé le pistage, car les chasseurs avaient trouvé des excréments récents. Nous n'avions plus qu'1 heure de retard. Là, c'était l'instant de vérité. Il fallait poser le piège. Nous avons sorti l'appât, une chèvre que nous traînions avec nous depuis l'après-midi, en nous disant que ces bêlements suffiraient à attirer n'importe quoi dans un rayon de plusieurs kilomètres. L'un des chasseurs lui a entaillé légèrement la poitrine pour faire couler un peu de sang, espérant que cela suffirait à exciter la meute et les amener pour un festin facile. Écoutez, je n'aime pas utiliser du gibier vivant comme appât, mais quand on chasse une créature aussi dangereuse, il faut faire ce qu'il faut. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de peine pour la pauvre bête. Elle devait savoir qu'on l'utilisait, car dès qu'on l'a attachée à un arbre, elle s'est mise à hurler à s'en arracher les poumons. Nous nous sommes repliés plus loin dans les bois, assez près pour garder la chèvre dans le viseur avec nos jumelles et la couvrir avec nos fusils, tranquillisants, mais assez loin, sous le vent, pour que notre odeur ne trahisse pas notre présence. Nous avions installé des plateformes et des hamacs dans les arbres, prenant toutes les précautions pour qu'ils ne détectent rien. Grâce au fonds d'avarice, nous disposions du matériel le plus perfectionné de l'époque. Optique de vision nocturne de pointe, détecteur de mouvement couvrant un rayon de 150 mètres, tout ce qu'il fallait pour ne pas devenir les proies à la place des chasseurs. Un peu après le coucher du soleil, ils sont apparus. La chèvre n'avait pas cessé de hurler depuis des heures, et j'imagine que l'un d'eux avait fini par céder à la curiosité. Ils approchaient silencieusement, et nous les observions à travers nos lunettes, surveillant chaque geste, chaque respiration, tout en restant attentifs à nos arrières pour être sûrs que les autres ne nous contournaient pas. C'est l'un des plus jeunes qui s'est avancé en premier. Il a donné un petit coup de patte à la chèvre, et celle-ci s'est mise à hurler de terreur, en voyant enfin ses futurs bourreaux tapis dans l'ombre. Après avoir compris que c'était quelque chose qu'il pouvait manger, il attrapa la chèvre, la tenant sous la poitrine et l'examinant de haut en bas, comme s'il décidait de la meilleure façon de s'y prendre. Une main saisit les cornes, les pressant tout en émettant de petits grognements. Les autres s'attroupèrent autour, observant la scène, essayant de décider qui aurait droit à la première bouchée. Après quelques instants, le plus grand d'entre eux arracha la créature hurlante des mains du plus petit, et d'un seul bras, la fracassa contre un rocher proche, fendant le crâne de la chèvre, dont les cris cessèrent aussitôt. Quelques minutes plus tard, les 5 se passaient la carcasse de chèvre, la dévorant à coups de crocs féroces, chacun prenant une bouchée du torse avant de la mastiquer et de lâcher un grognement de satisfaction. Je vis l'un des chasseurs faire signe qu'il était temps, lançant un compte à rebours. À peine terminé, 10 chasseurs firent un feu, envoyant une salve de tranquillisants qui aurait suffi à assommer un troupeau d'éléphants. Chacun fit mouche, mais j'ai bien l'impression que la meute de Sasquatch ne prit ses projectiles que pour de simples insectes, essayant de les piquer. L'un d'eux balaya l'air d'un geste, cherchant à chasser les dards, et en quelques secondes,
Ils étaient tous à terre. Bien sûr, ça aurait été trop beau que d'abattre une meute de Sasquatch aussi facilement. L'équipe de capture avança tandis que nous autres restions en arrière, surveillant les environs pendant que les chasseurs rechargeaient, prêts à tirer une seconde salve si nécessaire. L'équipe réussit à poser les entraves sur toute la meute et appela l'hélicoptère qui devait les transporter jusqu'au camion blindé, prêt à les emmener plus loin. Ce que nous n'avions pas prévu, c'était un 6e Sasquatch qui suivait à distance. Peut-être était-ce une mesure de sécurité qu'ils avaient développée au fil des années, pour éviter que toute la meute soit décimée d'un coup par des humains. Soudain, ce fut le chaos. Un Sasquatch d'environ 3 mètres surgit en courant, balançant un bras gigantesque et envoyant valser un membre de l'équipe de capture contre un arbre. Le pauvre type heurta le tronc avec une telle violence que sa colonne vertébrale se brisa net, son corps se pliant à l'envers autour de l'arbre. Mort sur le coup. Un autre tenta de fuir, mais la créature l'attrapa d'une seule main, englobant son crâne. D'une simple pression, elle l'écrasa immédiatement. Vous avez déjà vu des élastiques écraser une pastèque? Eh bien, je ne peux plus voir ça sans penser à ce pauvre malheureux. Ce fut l'une des premières fois où j'ai réellement senti le danger de la nature. J'ai toujours eu un profond respect pour la wilderness, laissant chaque endroit tel que je l'avais trouvé, me comportant en invité plutôt qu'en propriétaire, suivant toujours mon instinct pour éviter les situations à risque. Mais là, tout ça vola en éclats. Tant que ces choses étaient dans les bois, aucun de nous n'était en sécurité, et nous l'avions sacrément énervé. Merci mon Dieu que nous ayons eu ces chasseurs embusqués au cas où d'autres apparaîtraient. Avec le recul, ça paraît du bon sens, puisque nous n'avions aucune idée de combien nous avions réellement à faire. Mais quand j'y repense, nous n'avions pas conscience à quel point nous aurions pu tous nous faire massacrer sur place, exactement comme lors du massacre du feu de camp. Les chasseurs tirèrent juste, les 10 d'entre eux, et cette saloperie s'écroula comme un boxeur qui vient de se prendre l'un des crochets droits les plus violents que vous ayez jamais vus. Je crois qu'aucun de nous n'a respiré avant que chaque créature soit attachée et héliportée hors de là. Nous sommes rentrés à l'hôtel ce soir-là avec ce qui aurait dû être un sentiment d'accomplissement. Mais notre imprudence fit que nous ressentîmes plutôt du remords et de la douleur, en voyant de nos yeux ce que ces créatures pouvaient infliger à nos amis. Les hommes morts me reviennent encore parfois à l'esprit quand j'observe les Sasquatch ici. Comme je l'ai dit, nous les avons emmenés dans la principale réserve de conservation, dans le Midwest des États-Unis, où ils restèrent une vingtaine d'années. Puis nous les avons transférés ici, sur Mars, en utilisant une technologie de téléportation qu'Avaris avait développée dans les années 50. À l'époque, ils nous juraient que c'était une invention de bons Américains patriotes. Mais ces dernières années, après qu'ils nous aient abandonnés ici, j'ai découvert que c'était un mensonge. Tous ces scientifiques nazis qui avaient disparu après la guerre. Avaris les avait ramassés, leur offrant un salaire énorme, des avantages sociaux complets et même une retraite confortable. Ça ne m'étonne pas. Ici, sur Mars, nous avons environ 160 hectares dédiés exclusivement aux Sasquatch. Les 6 que nous avions capturés cette nuit-là sont tous là, avec 4 autres ramassés un peu partout aux États-Unis dans les années suivantes, et 5 qui sont en réalité nés ici, sur Mars. Les étudier a été fascinant. Même s'ils ne sont absolument pas amicaux envers les humains, nous avons pu les observer grâce aux caméras, et nous avons acquis une compréhension assez profonde de leur mode de vie. Honnêtement, ils ne sont pas si différents de nous. Ils valorisent la dynamique familiale, et bien que leur espérance de vie soit bien plus longue, nous estimons qu'ils vivent environ 100 à 150 ans. Ils semblent s'accoupler pour la vie. Je dois avouer que, malgré avoir vu l'alpha déchiqueter des hommes, le voir courir dans les forêts martiennes avec un petit squatch sur les épaules est étrangement attendrissant. Bien sûr, nous avons un programme d'élevage de bétail ici pour les nourrir et les maintenir heureux, de sorte qu'ils n'aient besoin de rien. Pour l'instant du moins. Car vu ce qui s'est passé, nous ignorons combien de temps nos infrastructures et nos ressources pourront durer. Quoi qu'il en soit, même en ayant vu les carnages et la terreur que les Sasquatch peuvent te provoquer, cette chasse fut, d'une certaine manière, l'une des moins dangereuses que j'ai vécues. Bon sang, quelle heure est-il? J'ai tellement ressassé le passé que j'ai complètement perdu la notion du temps.
Ici, le soleil est en train de se coucher et je vais bientôt prendre mon service. Même avec l'abandon d'Avaris, nous continuons d'essayer de fonctionner normalement. Non seulement pour notre santé mentale, mais aussi pour toutes les créatures présentes ici. Après tout, ce n'est pas de leur faute si nous les avons arrachés à leur planète d'origine pour les larguer sur Mars. Alors je vais faire ma ronde. Peut-être que je passerai voir les Fresno Nightcrawlers et vérifier que tout va bien pour eux. Ces choses-là, quand on les croise la nuit, elles peuvent paraître terrifiantes. Mais en réalité, ce sont de grands chiots, super amicaux, ils adorent jouer à chat et traîner ensemble. De bons petits gars. Enfin bref, je mettrai à jour avec d'autres récits de mes missions plus tard. Et peut-être que vous comprendrez comment tout ce foutoir a commencé, une fois que je vous aurai tout expliqué. Parlons d'une nuit mouvementée. Vers 3 heures du matin, j'ai reçu un appel de Paul, l'un des autres gardes ici, m'annonçant qu'un des spécimens s'était échappé de son enclos. On pourrait croire qu'avec 40 hectares et une volière électrifiée, il n'y aurait pas moyen qu'une créature s'échappe. Mais ce salaud est incroyablement rusé, et il est fort probable qu'il planifiait son coup depuis un bon moment. De tous les endroits où j'ai pu aller, les Pin Barrens du New Jersey sont sans doute celui que je déteste le plus. Principalement à cause de ce salaud et du rôle qu'il a joué durant mon passage là-bas. Le vieux Jersey Devil porte bien son nom, croyez-moi. C'était en 1979. J'avais plus de 10 ans d'ancienneté chez Avaris à l'époque, et franchement, je trouvais ça plutôt bien. Évidemment, je n'avais alors aucune idée de ce que ces enfoirés faisaient réellement, et vu le salaire énorme et les avantages, je ne me posais pas trop de questions même quand j'entendais des rumeurs douteuses. J'étais dans la trentaine. Je voyageais à travers tout le pays pour faire de la conservation, et, disons-le, je menais une petite vie de playboy, allant de ville en ville sans jamais revenir. Dieu seul sait combien de femmes j'ai charmées et laissées derrière moi à cette époque, avant qu'Internet ne rende si facile de retrouver quelqu'un. Quant au Jersey Devil, les histoires le concernant circulent depuis plus de 2 siècles. Si vous vous intéressez un peu à ces créatures, ou même si vous connaissez un peu l'histoire du New Jersey, vous en avez probablement déjà entendu parler. Au début des années 1700, une femme nommée Mama Leeds était enceinte de son 13e enfant. Dieu seul sait pourquoi on voudrait 13 mioches à cette époque. Mais bref, elle a découvert à ses dépens pourquoi c'était une mauvaise idée. Supposément, ce bébé est sorti de son ventre sous la forme d'un démon accompli. Hurlements stridents, ailes de cuir, crocs acérés et un visage que même une mère n'aurait pas pu aimer. Depuis lors, il terrorise les Pine Barrens du New Jersey, survolant les bois et foutant la trouille aux campeurs en pleine nuit. Des disparitions ont eu lieu au fil des années, mais jamais à une fréquence suffisante pour que cela devienne un véritable problème. Du moins, jusqu'à ce qu'Avaris, ou plutôt Everest comme on l'appelait alors, s'en mêle, je suppose. En mars de cette année-là, nous avons reçu l'ordre de nous rendre dans le New Jersey, et franchement, ce n'était pas ce que je voulais faire. À notre arrivée, le représentant local d'Everest nous fit le topo. 10 disparitions dans les Pin Barrens, 6 affaires classées comme meurtres mafieux, sauf que les corps retrouvés n'avaient clairement pas été tués par quoi que ce soit d'humain. On nous emmena voir le médecin légiste pour nous donner une idée de ce à quoi nous avions affaire, et il nous montra la dernière victime retrouvée. Inutile de dire que... Bon, dire que ça retournait l'estomac serait un euphémisme. La pauvre fille avait une 20aine d'années. Il pensait que c'était une vagabonde. Aucun papier d'identité, aucune famille identifiable. Les tests ADN n'étaient pas encore vraiment une pratique courante, donc rien à comparer dans une base de données. Les dossiers dentaires ne donnèrent rien non plus. La rumeur voulait qu'elle soit sans abri, campant dans les bois avec une autre femme avec qui elle voyageait. La dernière fois qu'on l'avait vue, son amie avait dit qu'elle était sortie de leur tente commune pour aller aux toilettes vers minuit, 3 semaines plus tôt. Elle avait disparu environ 10 minutes, puis il y avait eu un cri. Et elle n'était jamais revenue. L'ami en avait informé la police le lendemain. Mais comme souvent quand des vagabonds disparaissaient, ils n'avaient rien fait. Quelques semaines plus tard, 2 randonneurs retrouvèrent son corps dans les pins. Il était environ 10 heures du matin. L'un d'eux raconta qu'il avait soudainement senti une odeur atroce portée par le vent. L'un des deux voulait s'en aller,
disant que ce n'était pas leurs affaires. L'autre, animé d'un sens du devoir, suivit l'odeur et trouva le corps de la jeune femme dans un fossé peu profond, juste à côté du sentier. Les flics vinrent, bâclèrent une enquête sur la scène de crime, conclurent qu'il s'agissait d'un meurtre passionnel et classèrent l'affaire. Cette femme, cette pauvre fille avait été éventrée, comme si quelque chose s'était acharné sur elle. Pire encore, elle portait des marques de lutte et la plupart des blessures avaient été infligées alors qu'elle était encore vivante. La créature avait des griffes monstrueuses, lui avait ouvert le ventre de la base de la cage thoracique jusqu'au bassin. Mais le plus étrange, c'est qu'elle avait laissé tout le reste intact, sauf une chose. Son utérus avait été arraché net. En discutant avec le légiste, on apprit que c'était un schéma récurrent chez les victimes retrouvées dans la région. Tous les organes reproducteurs manquaient, hommes comme femmes. Mais il semblait avoir une préférence pour les femmes, généralement entre 20 et 30 ans. Nous en avons conclu que ce salaud ne se contentait pas de haïr sa mère qui l'avait mise au monde. Il haïssait tout ce qui pouvait évoquer la naissance. Il détestait la vie nouvelle, probablement parce qu'il n'avait jamais voulu naître en premier lieu. L'un des éléments qui nous menèrent à cette hypothèse fut que, si la plupart des victimes étaient des femmes, les hommes tués l'étaient presque toujours par circonstance, compagnons de camping ou de randonnée de ces femmes. C'était loin d'être une pensée agréable, mais nous savions qu'il faudrait monter une équipe spécialisée pour attirer ce démon hors de sa tanière. Après quelques jours de planification, l'équipe fut prête. Moi-même, 2 gros bras d'avarice, Pietro et Vernon, et 2 femmes, Claire et Bernadette. La subtilité. Nous devions attendre 1 semaine avant de commencer la chasse, car Claire et Bernadette devaient être en période de menstruation pour servir d'appât. Ouais, trop d'informations, je sais, mais quand on traque ce genre de saloperie, il faut parfois suivre le courant, pardonner le mauvais jeu de mots. Nous partîmes tôt un mercredi matin, conduisant aussi loin que possible dans les Pine Barrens avant de laisser la camionnette et de continuer à pied. Tout le groupe était en alerte, même si le soleil brillait et que, selon toutes nos informations, le diable était une créature strictement nocturne. Nous étions donc, pour l'instant, en sécurité. Chacun d'entre nous était équipé d'armes tranquillisantes, fusils comme pistolets, chargés de sédatifs spéciaux concoctés par les pires enfoirés des labos avarices. Honnêtement, je n'étais pas du tout un amateur d'armes avant de rejoindre Avarice, mais après l'incident Bigfoot, j'avais pris l'habitude d'aller tirer dans les stands de chaque ville où je passais, travaillant ma précision. Mes groupements n'étaient pas parfaits, mais mon tir était précis, peu importe où je visais. Il faut que je le dise, j'aime la nature. Toujours. J'ai passé mon enfance dehors, à courir dans les bois avec des amis. Mais je déteste les Pine Barrens. Putain, je les déteste. Le nom est terriblement exact. Vous savez ce qu'on trouve dans les Pine Barrens? Rien d'autre que ces foutus pins. L'endroit est littéralement stérile, dépourvu de tout sauf de ces grands arbres maigres qui bloquent le ciel avec leurs ramures serrées. Il y a bien quelques ruines disséminées, mais elles n'arrivent pas à rendre l'endroit plus vivant. Pire encore, tout ce qui n'est pas pince est juste du néant végétal, quelques broussailles par-ci, par-là, mais pas de véritable vie. C'est un enfer digne d'un démon. Nous avons campé cette nuit-là au milieu des Barrens, près des ruines croulantes d'un vieux bâtiment de pierre. Tout le monde partageait une grande tente de 10 places où nous avions installé notre équipement. Nous avions même placé des caméras tout autour, reliées à des moniteurs dans la tente, afin de détecter le moindre mouvement. Le soleil se couchait quand nous fixions la dernière caméra, et la forêt sembla changer autour de nous. Les Pine Barrens étaient déjà sombres, à cause de la canopée épaisse, mais avec le ciel couvert, il n'y avait même pas de clair de lune pour percer. Il faisait si noir que je ne voyais presque plus ma main devant mon visage quand je sortais. Nous avions établi une règle. Personne ne quittait le camp sans binôme, avec au moins 2 lampes principales, une arme et une lampe de secours par paire. Cette règle valait double pour les femmes, puisqu'elle servait littéralement d'appât pour attirer le démon. Nous avons installé un petit réchaud et préparé un ragoût en conserve, histoire de tenir le froid de la nuit à distance. Je fus surpris de constater à quel point il faisait glacé. Mais bon, le printemps ne faisait que commencer.
Chaque bruit me faisait sursauter, conscient que le diable pouvait à tout moment fondre sur nous et éventrer la tente. À un moment, le cri d'une chouette faillit m'arracher un hurlement, croyant que c'était lui. Les autres se foutèrent de moi, mais bon sang, quelle personne saine d'esprit ne serait pas terrifiée dans une telle situation? Vers minuit moins le quart, la nature m'appela. Impossible de résister. Quelque chose dans le ragoût du dîner me retournait l'estomac. Pas le choix. Il fallait que je sorte. Je demandai à Pietro de venir monter la garde pendant que je faisais mes affaires. Il se moqua de moi, disant qu'il pensait que j'avais déjà chié dans mon froc quand la chouette avait crié plus tôt. Mais malgré ses blagues, il accepta de m'accompagner. Nous marchâmes quelques dizaines de mètres hors du camp, jusqu'à un bosquet de pins. Je trouvai un arbre convenable dans l'obscurité, posai ma lampe et priai tous les dieux possibles. 2 minutes plus tard, la radio de Pietro grésilla. C'était Vernon. Il y avait du mouvement sur l'une des caméras du camp. Autant vous dire que rien n'accélère les besoins naturels comme l'annonce que le diable pourrait être en train de rôder dans les bois à 2 pas. Je me dépêchais, me nettoyais et retrouvais Pietro. En réalité, nous n'étions pas ceux en danger, car à peine avions-nous fini que des hurlements éclatèrent depuis la tente. Nous avons couru en arrière, armes dégainées, prêts à affronter ce qui nous attendait. La moitié du côté gauche de la tente était pratiquement effondrée, et quelque chose s'y débattait violemment. J'entendais Bernadette hurler comme une damnée, tandis que la toile se secouait dans tous les sens, Claire criant à Vernon de lui enlever « ça » de dessus. Puis une série de coups de feu retentit. Vernon venait de vider son arme. En braquant ma lampe sur la tente en approchant, quelque chose en jaillit soudainement. Une créature massive, sans doute 3,50 m de haut, mince, avec une tête de reptile qui s'ouvrit, révélant ce qui ressemblait à des centaines de dents acérées. Une longue langue se déploya de sa gueule tandis qu'elle poussait un cri strident, de gigantesques ailes écailleuses se dépliant dans son dos. Elle emportait Bernadette sous un bras, ses griffes profondément plantées dans la peau de son abdomen, cherchant à s'enfuir. En nous voyant, elle battit des ailes, prenant de l'altitude tout en s'élançant avec ses longues pattes fines terminées par des serres d'oiseaux de proie. Dès que nous vîmes qu'elle emportait Bernadette, Pietro et moi ouvrîmes le feu. J'ai réussi à lui loger 2 dards en plein torse, là où aurait dû se trouver le cœur. Pietro, lui, en plaça un dans le cou et un autre qui traversa une aile écailleuse, éventrant la membrane. Elle était à environ 3 mètres du sol lorsque le battement des ailes faiblit, puis cessa complètement, et la bête s'écrasa en un tas au sol. Nous nous précipitâmes pour secourir Bernadette. La pauvre était en état de choc, couverte de vilaines entailles sur l'abdomen et d'une profonde blessure à l'épaule, là où le démon l'avait saisie. La menace neutralisée, nous envoyâmes Vernon chercher le camion et demander une évacuation aérienne, tandis que nous tentions de prodiguer les premiers soins. Elle saignait abondamment, et la quantité de gaz anesthésiant que nous avions n'allait clairement pas suffire. À un moment, nous avons commencé à arracher nos vestes, et j'ai fini par donner ma chemise pour enrouler son corps, mais ce n'était pas suffisant. La situation était critique, et Dieu seul savait combien de temps il nous restait avant que la sédation ne cesse d'agir sur la créature. Finalement, je fis signe à Pietro d'aller attacher le démon, ce que nous aurions dû faire immédiatement après sa chute, mais nous étions trop occupés à sauver Bernadette. Grosse erreur. La saloperie n'était pas complètement assommée et commençait déjà à surmonter les doses massives de tranquillisants. Dans un hurlement, elle bondit, balançant un bras muni de longues griffes qui faucha Pietro à la gorge. Le pauvre malheureux se vida de son sang presque aussitôt, portant les mains à son cou en s'effondrant. Je ne suis pas particulièrement fier de ce que j'ai fait ensuite, mais je ne regrette rien. J'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse s'en sortir vivant et empêcher cette abomination de tuer encore. Nous avions emmené de vraies armes avec nous, pas seulement des tranquillisantes, 2 fusils de chasse calibre 12 destinés à la protection si les choses tournaient en mal. Et là, clairement, elle venait de tourner au pire. Le démon, heureusement encore engourdi, traînait sa carcasse pour se relever. J'ordonnais à Claire de maintenir la pression sur les blessures de Bernadette, et je fonçais dans la tente partiellement effondrée, cherchant désespérément le fusil à pompe. Il fallut quelques minutes,
mais je repérais enfin la crosse sous une table renversée pleine de moniteurs, projetée à terre lors de l'assaut de la créature. Je balançais la table brisée, écrasant quelques écrans au passage, puis je trouvais la boîte de cartouches coincée dans la toile de la tente. Je m'en saisis, bourrai quelques munitions dans l'arme, et ressortis en courant. Dehors, Claire hurlait, serrant Bernadette contre elle, tandis que le démon rampait vers elle, traînant son corps, laissant des sillons dans la terre avec ses griffes. Son cri rauque emplissait l'air, ses mâchoires béantes découvertes. Le corps de Pietro gisait à proximité, son sang s'infiltrant dans le sol comme si la terre elle-même le buvait. Je m'élançai derrière le démon, posai ma botte sur son dos, armant le fusil. J'alignai le canon sur sa tête et tirai. Puis encore. 6 fois en tout, vidant chaque cartouche que j'avais sur moi dans ce monstre. Je ne laissai aucune chance. Cette chose, elle ne méritait pas d'être mise en réserve. Rien que sa présence était une insulte, une sensation de mal absolu. Après avoir vu ce qu'elle avait fait, je n'avais aucun scrupule. Je m'effondrai au sol après ça, serrant encore le fusil, puis courus recharger d'autres cartouches, refusant de prendre le moindre risque de la voir se relever. Une vingtaine de minutes plus tard, l'évacuation aérienne arriva. Bernadette fut emmenée en premier, puis le cadavre du démon. Elle survécut, bien qu'elle porte encore aujourd'hui de profondes cicatrices. Nous avons même eu une relation par intermittence dans les années 80, croyez-le ou non. Ça n'a pas bien marché, elle voulait des enfants, moi pas. On est restés amis, et elle m'envoyait parfois des mails, même après que je sois affecté ici. Elle a maintenant une jolie petite famille. Je croyais avoir tué le démon cette nuit-là. Alors imaginez ma surprise quand, des années plus tard, arrivé ici, j'appris qu'il était toujours vivant, courant dans sa zone réservée. D'après certains anciens, la saloperie resta médicalement morte pendant 3 jours, étendue sur une table d'examen, la moitié de ses organes posés sur des plateaux. Puis, elle se réveilla, tua 5 chercheurs et les vida de leur sang. Il fallut balancer 2 douzaines de grenades lacrymogènes pour l'abattre à nouveau, avant de le transférer dans la volière prévue pour lui. Quelques années plus tard, ils l'ont balancé ici, dans une petite biosphère, et puis oublié. Apparemment, elle est capable de régénérer à partir de blessures mortelles horribles, et encore plus vite si elle peut se nourrir pendant sa convalescence. Aujourd'hui, elle est en liberté ici, et nous n'avons aucune idée d'où elle se trouve. Le salopard a forcé les panneaux métalliques de sa cage et s'est envolé vers un autre enclos la nuit dernière. À présent, il rôde quelque part sur la planète rouge. Nous surveillons tout, avons verrouillé les installations autant que possible. Tous les survivants ici ont reçu des armes d'autodéfense, et nous limitons les déplacements au bâtiment principal du QG, sauf mission autorisée. J'espère qu'on pourra vite le remettre sous contrôle. En attendant, je vais essayer de dormir. Le sommeil ne vient pas facilement. J'ai ce pressentiment, cette sensation que quelque chose va arriver, quelque chose de mauvais. Le démon n'est que le début. Nous ne sommes plus que 15 ici, garde, maintenance, tout compris. Nous étions 70 à l'année autrefois. Mais quand Avaris a décidé de nous trahir, ils ont rapatrié leurs chercheurs d'élite et les cadres, avant de couper la téléportation depuis l'autre côté. Salauds! Découvrir qu'on avait été abandonné fut un choc terrible. Ils sont simplement partis en pleine nuit, se rassemblant dans la salle du portail et disparaissant un à un. Nous ne l'avons compris que lorsque les chercheurs principaux ne se sont pas présentés au petit déjeuner le lendemain et que le responsable du QG manquait à l'appel. L'un de nos techniciens, Samy, réussit à pirater l'ordinateur du chef après plusieurs jours, découvrant une montagne de courriels avec Avaris sur Terre. Apparemment, la base coûtait trop cher. Alors ils ont gardé ceux qu'ils jugeaient utiles et abandonné le reste. Si je parviens un jour à rentrer sur Terre et à retrouver ces salauds, ils regretteront de ne pas avoir eu affaire à un Sasquatch à la place. Là-bas, ils n'ont pas à gérer la réalité comme nous ici, entourés de créatures à surveiller. Nous sommes désormais piégés, condamnés à attendre que les installations tombent en ruine autour de nous, jusqu'à mourir de lente décomposition. Je me demande si, dans un lointain futur, des humains exploreront Mars et retrouveront nos cadavres. Peut-être alors Avaris sera-t-elle jugée responsable. J'en doute. Ils s'en sont sortis avec tellement d'autres saloperies. Pourquoi pas celle-ci?
avec ce sentiment de faim imminente qui me ronge, j'ai pris l'habitude d'aller plus souvent voir l'un de nos pensionnaires les plus connus. C'est peut-être pour ça que je deviens nostalgique. Quand je repense à tout ça, il est du genre à vous faire revoir toute votre vie et vous demander ce que vous auriez pu faire autrement. Il dort encore, et pour l'instant, c'est un soulagement. C'est l'une des rares créatures solitaires à avoir son propre bâtiment isolé, surtout parce qu'il reste enfermé la plupart du temps dans une sorte de cocon, perdu dans un long sommeil. C'est quand il se réveille que nous savons que les choses vont mal. La dernière fois, c'était dans les années 80, et c'est justement à ce moment-là que nous l'avons capturé. Bon sang, ça fait presque 40 ans maintenant. Mon Dieu, redevenir jeune. À vrai dire, je prendrais n'importe quelle forme de jeunesse à ce stade. J'approche doucement de mes 85 ans, et Dieu sait que si j'étais resté sur Terre, je ne me déplacerais plus aussi bien. La gravité réduite ici est un miracle contre les douleurs articulaires, il faut le dire. Malgré mon âge, je reste assez alerte, mais je sens les années me rattraper. Je me souviens avoir entendu parler de lui dès les années 60, d'étranges apparitions d'une énorme créature ailée, aux yeux rouges luisants. C'était seulement quelques mois après que nous avions ramené les Sasquatch en Californie, mais cette fois, c'était à l'autre bout du pays. Effet troublant. Une fois l'affaire close, les apparitions cessèrent presque complètement. C'était le premier signe de sa singularité, et probablement la preuve qu'il fallait le traiter différemment des autres créatures. Si vous avez suivi un tant soit peu la culture populaire des 50 dernières années, vous savez sans doute de qui je parle. Le Mothman de Point Pleasant, en Virginie occidentale. Plusieurs apparitions près de l'usine de munitions de la ville à la fin des années 60. Une dernière apparition sur le Silver Bridge, peu avant que ce même pont ne s'effondre en pleine heure de pointe, faisant 46 morts et encore plus de blessés. Certains corps ne furent jamais retrouvés, et Mothman disparut avec eux, jusqu'en 1987, quand de nouveaux témoignages commencèrent à affluer de toutes parts. La plupart concernaient de nouveau Point Pleasant, surtout autour de l'ancienne usine de munitions, où il avait déjà été aperçu. Cette opération fut l'une des plus discrètes auxquelles j'ai participé. Nous étions seulement deux, moi et une femme nommée Raquel, une agente haut placée d'Avaris. C'était une dure à cuire, une vraie. J'ai rarement vu une femme aussi redoutable qu'elle. Quelques années plus tard, quand nous avons poursuivi la bête de Bray Road, elle m'a sauvé la vie, et je lui dois encore aujourd'hui. Mais pour cette mission, il n'y avait pas grand-chose à affronter. Nous sommes entrés de jour, avec l'autorisation des contacts gouvernementaux d'Avaris pour pénétrer dans l'usine. Elle avait été classée priorité nationale pour un nettoyage des lieux, mais ça n'avait jamais été fait. Et à ce jour, je crois que ça ne l'est toujours pas. À l'époque, l'endroit tombait déjà en ruine, explosifs et produits chimiques abandonnés, suintant dans le sol. Honnêtement, je suis surpris que ça n'ait pas encore explosé, mais peut-être que nous avons joué un rôle à éviter une tragédie là-bas. Voyez-vous, Mothman n'est pas un messager de malheur comme la plupart le pensent. En réalité, selon les chercheurs qui l'ont étudié des années durant, c'est une sorte de bug vivant de la réalité. Il n'est pas d'ici. Sa biologie entière indique un être qui serait apparu soudainement dans notre monde, et ce faisant, aurait commencé à fissurer le tissu de l'espace et du temps autour de lui. Les tests l'ont prouvé. Les objets qui restent trop longtemps dans un rayon de 150 mètres autour de lui disparaissent, ou se transforment en formes géométriques incompréhensibles. Fascinant, oui, mais surtout terrifiant, au point de vous retourner le cerveau. D'après mes observations toutes ces années, je ne crois pas qu'il ait de la malveillance envers l'humanité ou envers quoi que ce soit. Je pense qu'il cherche simplement à retourner d'où il vient. Mais dans cette quête, il brise accidentellement tout ce qui l'entoure. C'est tragique d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il vit isolé, dans un entrepôt éloigné des autres réserves. Mais honnêtement, je ne sais pas si ça change quoi que ce soit. Raquel et moi avons pénétré dans l'usine tôt ce matin-là, balayant pièce par pièce, nous attendant à une certaine résistance. À force, j'étais habitué à ce que presque chaque mission de capture finisse par un décès, et je pensais que ce serait mon tour. L'usine elle-même faisait froid dans le dos,
pareil à une maison hantée, murs délabrés, insectes grouillant partout. À un moment, j'ai ouvert une porte et une douzaine de chauves-souris m'ont foncé en plein visage. Alors imaginez ma surprise quand, dans le sous-sol de stockage, nous avons trouvé Mothman, endormi, debout, fixant un coin de la pièce comme si rien n'existait. Ce fut bien plus facile que prévu. Nous avons simplement appelé du renfort. Ils sont venus, ont lancé un énorme filet sur lui avant qu'il ne se réveille et l'ont embarqué dans l'arrière d'un camion. Ils l'ont gardé quelque temps dans le sous-sol du QG de conservation, avant de réaliser qu'il pouvait altérer la réalité. Les gonds de sa cellule disparaissaient, et à un moment, la porte elle-même s'était transformée en mur lisse. J'étais juste reconnaissant d'avoir vécu une mission sans effusion de sang. Finalement, ils l'ont transféré ici, jugeant qu'il valait mieux l'éloigner de toute chose à laquelle il pouvait nuire. Et ils avaient raison. Mais je dois avouer que j'ai de la peine pour lui. Ça doit être terrible, cette solitude, personne ne pouvant rester près de lui à cause de pouvoirs qu'il ne contrôle pas. Aujourd'hui, il demeure ici, enfermé dans ce gigantesque cocon de soie qu'il s'est fabriqué, dans une pièce verrouillée, dont les portes ont depuis longtemps disparu. Il ne mange pas, n'évacue rien, aucun besoin vital comme les autres créatures. Nous avons émis l'hypothèse qu'il soit extraterrestre. Mais en vérité, nous n'en savons rien. Quoi qu'il en soit, nous gardons un œil attentif sur lui. Car lorsqu'il se réveille, c'est que la merde est sur le point de nous tomber dessus. Pour lui comme pour nous, j'espère que ça n'arrivera pas. Je suis fatigué aujourd'hui. Les vieux os me font plus mal que d'habitude. Alors je crois que je vais prendre un peu de temps et faire une sieste. Oh, et nous avons eu un furieux la nuit dernière. Un autre pensionnaire a essayé de s'évader, et celui-là est une vraie ordure. Il a failli arracher le bras d'un des gardes dans les cellules sous le QG, et a réussi à griffer le verre pare-balles de sa chambre. Heureusement, il y avait des barreaux d'acier derrière, mais c'était trop limite à mon goût. Je suis plutôt un gars à chien, d'ordinaire. J'en avais un bon, un bâtard nommé Apollo, l'un des meilleurs chiens qui ait jamais vécu. Intelligent, loyal, toujours partant pour une escapade dans la nature. Mais la chose que nous avons en captivité maintenant, c'est le seul type de chien que j'aurais préféré ne jamais rencontrer. Au Wisconsin, au début des années 90, des rumeurs ont commencé à circuler sur une bête rôdant près d'un endroit appelé Bray Road. On disait que c'était une sorte de loup-garou géant, sorti d'un vieux film de monstre Universal, mais 10 fois plus enragé. Une vraie saloperie. On le connaissait pour pourchasser les voitures et les voyageurs la nuit, les griffer s'il en avait l'occasion, ou surgir sur la route et forcer les gens à faire des embardées dans les fossés. Officiellement, il n'avait pas de victimes. Mais Everest recevait des signalements des autorités locales. Plusieurs disparitions, des voitures abandonnées près de Bray Road. Certaines semblaient laissées volontairement après un choc, un pare-choc avant abîmé, comme si le conducteur avait percuté quelque chose et était sorti vérifier. D'autres voitures, en revanche, semblaient éventrées, le toit griffé comme si quelque chose avait cherché à atteindre les passagers, de la viande en boîte prête à être dévorée. Du sang éclaboussait l'intérieur, mais aucun corps n'était jamais retrouvé. C'était en 1993, je crois. J'avoue perdre le fil pour certaines captures tardives. J'étais alors dans une équipe assez conséquente, envoyée pour traquer cette saloperie. Tout ce que nous savions, c'était qu'elle apparaissait le long de Bray Road, et que les témoignages de survivants la décrivaient. Environ 2,10 m, couverte de fourrure, et d'une agressivité terrible. Nous avions 2 fourgonnettes, l'une remplie de matériel de surveillance, l'autre bourrée de tout ce qui pouvait servir à capturer cette chose. Toute la journée, nous avons disposé des pièges le long de la route. Fosses, filets, pièges à ours, tout ce que vous pouvez imaginer. Je sais qu'au début de toute cette aventure, nous avions essayé d'être aussi humains que possible pour capturer ces cryptides. Mais à un certain moment, nous avons compris qu'avec les plus dangereux, c'était une situation de tuer ou être tué. Alors nous avons commencé à nous équiper en conséquence. Quand le soleil se coucha ce premier soir, nous étions prêts à affronter tout ce qui pouvait surgir. J'étais dans le fourgon de surveillance, les yeux rivés sur les écrans reliés aux caméras de piste que nous avions disposés dans un rayon de 6 km autour du point central de Bray Road.
là où la plupart des voitures abandonnées avaient été retrouvées ces dernières années. À vrai dire, j'étais simplement heureux de ne pas faire partie de ceux qui étaient dehors, à traquer cette maudite chose, surtout après tout ce que j'avais vécu avec les Sasquatch, le démon et bien d'autres créatures chassées au cours des 25 dernières années. C'était une bouffée d'air frais. La climatisation tournait et j'avais une cafetière remplie de café bien chaud. Malheureusement, la première nuit fut un échec total. Malgré tout le matériel déployé, tout ce que nous avons capté fut 2 lapins curieux qui reniflaient l'une des caméras. Aucun signe de la bête de Bray. Nous sommes tous retournés à l'hôtel durant la journée, essayant de grappiller un peu de sommeil avant de repartir en surveillance nocturne. J'espérais que nous la capturerions la nuit suivante, sans me douter à quel point cette traque allait durer. Raquel m'accompagna dans le van la nuit suivante. La retrouver fut un vrai plaisir. Échanger nos histoires depuis l'affaire du Mothman, se remémorer les missions. C'est là que les premiers doutes sur Avaris commencèrent à s'insinuer dans mon esprit. Quelques vers plus tard dans la semaine, elle m'avoua que la compagnie n'était pas du tout ce phare de moralité qu'elle prétendait être. Ils poursuivaient leurs propres objectifs et laissaient crever quiconque se mettait en travers de leur route. À ce moment-là, l'initiative de conservation sur Mars battait déjà son plein. Nous pensions qu'ils allaient envoyer les créatures par fusée cargo spécialisée, comme on envoyait des hommes sur la Lune ou à la Station spatiale internationale. Mais Raquel me parla de la technologie de téléportation sur laquelle ils travaillaient, et surtout de qui les aidait. Apparemment, Avaris utilisait des dizaines, voire des centaines, d'anciens scientifiques nazis, les pires d'entre eux, en leur offrant une vie confortable. À l'époque, j'ai balayé ça d'un revers de main. Après tout, qu'importe que des nazis fassent de la science pour eux, ça ne me concernait pas, et Avaris prétendait agir pour le bien de l'humanité, non? Aujourd'hui, j'ai bien changé d'avis, surtout après que ces salauds ont utilisé cette même science pour nous abandonner ici haut, sans aucun moyen de retour. Notre discussion cette nuit-là fut interrompue peu après 1h du matin. Un mouvement apparut sur une caméra. Pensant à un autre lapin, je n'y prêtais pas attention. Jusqu'à ce que la caméra soit détruite, nous n'avons pas osé envoyer un homme vérifier, de peur de ce qu'il attendrait. Peu après, une autre caméra capta quelque chose. Cette fois, nous avons eu une vue complète. Surgissant à 4 pattes, les yeux brillants sous l'infrarouge, une créature semblable à un loup, bien plus grande que tout ce que j'avais vu. Son pelage était hirsute, collé par endroits. Le corps, émacié, semblait prêt à se briser au moindre geste. Des touffes de poils manquaient, ses oreilles déchirées et difformes. Mais quand elle fixa la caméra, c'était comme si elle savait que nous la surveillions. Elle montra les crocs dans un sourire effroyable, presque jusqu'aux oreilles, avec des crocs assez grands pour déchirer un homme d'une seule morsure. Nous avons aussitôt prévenu l'équipe de chasse par radio. D'un coup de patte, elle anéantit la caméra, comme elle l'avait fait avec l'autre. L'équipe partit immédiatement en traque, avançant vers la zone où elle avait été vue. Ils suivirent les traces sur près de 5 km, mais la bête disparut, comme si elle s'était volatilisée dans la nuit. Les 4 nuits suivantes furent similaires. De temps à autre, les caméras captèrent du gibier, parfois rôdant près de nos pièges. Mais chaque fois que nous envoyions l'équipe, la piste se refroidissait à la fin de Bray Road, comme si la bête s'évanouissait dans les airs. Elle évitait nos pièges avec une intelligence troublante. Elle bondissait au-dessus des fosses camouflées, déclenchait les collets sans jamais y mettre la patte, contournait tout. Cette saloperie était rusée et n'allait pas se laisser capturer sans combat. Après presque une semaine, Raquel et moi avons compris que ça ne marcherait pas ainsi. La foule de chasseurs la faisait fuir. Nous avons alors monté un plan, 2 voitures de location. La première, conduite par moi, parcourrait la route, faisant des allers-retours à intervalles réguliers. La seconde suivrait 20 minutes derrière. De cette manière, la bête ne saurait pas si une autre voiture arrivait. Oui, je me proposais comme appât, mais après tout ce temps, c'était devenu nécessaire. Je fis l'aller-retour 4 fois sans incident. La 5e, après 5 minutes sur ce tronçon isolé, mes pleins phares allumés, je le vis. Il sortit de la forêt, rampant à 4 pattes. En vrai, il paraissait encore plus énorme que sur les caméras.
bien que plus maigre encore, au point que ses côtes percèrent son torse. Il se redressa sur 2 pattes, au milieu de la route. J'accélérai, incapable de réfléchir, mais sachant que si je m'arrêtais, il me déchiquetterait en secondes. C'était lui ou moi. Soit je le percutais, soit il bougeait. Pas d'alternative. Alors que je fonçais, il disparut soudain, et je crus qu'il avait replongé dans les bois. Mais un bruit sourd sur le toit me détrompa. Une bosse apparut dans la tôle, puis des griffes s'enfoncèrent, raclant le métal et laissant filtrer la lumière lunaire. Une puanteur immonde envahit l'habitacle, odeur de cadavre en putréfaction. Une énorme patte traversa le trou, cherchant à m'attraper. Je zigzaguais, tentant de rester sur la route. Il retira sa patte, mais agrandit le trou à coups de griffes. Puis sa tête passa, gueule béante, claquant des mâchoires. L'air se chargea d'une puanteur cadavérique, me soulevant le cœur. Je perdis le contrôle. Freiner devint ma seule option. Le coup de frein le projeta à l'avant, son corps rebondissant sur l'asphalte avant de se relever. Sa jambe tordue à l'envers, il la remit en place d'un craquement écœurant, audible à plus de 6 mètres. Je passai la marche arrière, espérant le ramener vers la seconde voiture. Mais il bondit, fracassant le pare-brise, ses mâchoires claquant, sa bave éclaboussant comme un chien enragé. Une griffe me lacéra l'épaule, le sang jaillissant aussitôt, brûlant ma chair. Le véhicule était inutilisable. Je sortis, attrapai mon pistolet et me mis à courir. La bête se libéra du cadre et me poursuivit. Ses 4 pattes martelèrent la route, et mes balles ne firent que ralentir son élan. Elle me sauta dessus, m'envoyant rouler. Mon arme vola dans le fossé. Je sentis ma vie défiler alors qu'elle me surplombait, gueule ouverte, la lune derrière elle. La salive me dégoulina sur le visage, me faisant suffoquer. Son haleine empestait le sang et la chair en décomposition. Ses crocs s'abaissèrent vers ma gorge. Puis des coups de feu claquèrent. Une balle entre les yeux la fit s'effondrer sur moi. Raquel se tenait à quelques mètres, fusil épaulé. Un autre agent surgit, m'aidant à me dégager. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir quelqu'un. Je payais ses vers pendant 2 jours. Quand nous parvînmes à mettre muselière et entraves à la bête, elle commença déjà à bouger. La balle ressortait lentement de son crâne, comme si cette saloperie guérissait à la Wolverine. À ce stade, j'ai cessé de croire que ces créatures étaient naturelles. Quelque chose d'autre les animait. Mais ça reste un choc quand vous le voyez de vos propres yeux. Ce fut ma dernière mission de capture. J'ai passé les années suivantes sur le projet de conservation, préparant le conservatoire martien pour créatures non naturelles. Puis, au tournant du millénaire, je passai par l'un des téléporteurs et montai ici, comme gardien à temps plein. Pendant un temps, c'était paisible, presque comme travailler dans un zoo surnaturel. Puis, tout partit en enfer. Je vais m'arrêter un moment. On effectue encore des recherches pour retrouver le démon, toujours en fuite depuis 2 jours. Mon Dieu, j'espère qu'on le trouvera vite. Rien que de savoir cette chose libre, capable de comploter, me glace le sang. J'avais proposé à Avaris de la lancer dans le vide spatial, mais ils ont refusé, au nom du droit à la vie, peu importe où. Parler d'une bande de salopards hypocrites.